La commission d'enquête sur le financement et la neutralité de l'audiovisuel public a adopté le rapport du rapporteur Charles Aloncle, député UDR. C'était pas gagné. Honnêtement, même, ça a failli ne pas passer. Mais c'est finalement passé grâce à une chose. On va dire, le changement de position, ou en tout cas le vote pour, du président de cette même commission, le député Horizon Jérémy Patrier-Létus. Revenons un peu sur tout ça, et surtout on va aller regarder les réactions, les concessions, bref, tout ce qui s'est passé depuis l'adoption de ce rapport, qui je rappelle ne sera publié que lundi prochain, le lundi 4 mai. Jusque-là, nous n'avons officiellement pas le rapport sous la main pour regarder la totalité des préconisations du rapporteur. Alors, quel est le résultat du vote? Il est celui-ci. Et c'est une exclusivité de la chaîne, les amis. C'est une exclusivité de la chaîne que je suis le seul à avoir. Le composé du vote. Alors pourquoi je dis que c'est une exclusivité? Parce qu'en fait, le compte-rendu de la réunion qui a vu le vote adopté, il sera publié en même temps que le rapport. Donc le détail du vote aussi. Donc le fait que j'ai le vote, le détail des votes, est une exclusivité que j'ai eue. Voilà, ce qui est assez fou d'ailleurs. C'est ici Talentless, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi le post original de ce post. Et j'aurais peut-être dû mettre un filigrane avec mon nom dessus tellement ce visuel a tourné. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On voit les votes pour 12, contre 10, abstention 9. Alors, qui a voté pour déjà? Les votes ont fuité. J'ai eu des personnes qui ont pu me confirmer les votants au sein de la commission. Voilà, j'en dirai pas plus. On votait pour les députés RN et UDR, effectivement, ça fait déjà 7 voix, 6 du RN, 1 de l'UDR. La députée Véronique Besse, chez les non-inscrits, qui est une députée Nouvelle Énergie, donc ça fait 8. Ouais, non, j'ai pas été MP, mais j'ai été RT, j'ai vu le DJ. Les 2 députés LR, François-Xavier Setcholi et Virginie Duby-Muller, ce qui monte le total à 10. Le député Lyotte, Laurent Mazouri, a voté pour, ça fait 11. Et le président, Jérémy Patrier-Létus, Horizon, 12. Ont voté contre les socialistes, au nombre de 4. Les écologistes, au nombre de 2. Le député GDR Emmanuel Morel, qui était seul de son groupe dans cette commission. Mais aussi 3 des 4 députés LFI. Nadège Abon-Mangoli, Thomas Porte et Aurélien Saint-Toul. Au niveau des abstentions et des absences, on avait donc une absence de Sylvie Ferrer, qui est députée LFI, qui n'était pas présente au vote. Alors elle s'est pas abstenue, elle était absente. Elle n'était pas là pendant le vote en commission. Tout simplement. Voilà, Sylvie Ferrer, députée LFI, était absente ce jour-là. Tu as également Béatrice Piron, la deuxième députée Horizon. Les 2 députés Modem, Sophie Mette et Erwan Balanan. Et là, les 5 députés macronistes EPR, Céline Calves qui était vice-présidente, Sandra Marceau, Denis Masséglia, Christopher Weinsberg et Caroline Yadan se sont abstenus. Ce qui fait donc 12 pour, 10 contre, 9 abstentions pour l'adoption et la publication de ce rapport. C'est quelque chose quand même d'assez intéressant. Maintenant, on va regarder les réactions directes, parce que vous doutez que ça a fait énormément de réactions de ce vote. Mais en tout cas, ouais, je suis content d'avoir pu avoir l'exclusivité sur cette information. Le tweet a été vu plus de presque 180 000 fois. Enfin, ça donne beaucoup de lumière à la chaîne sur le travail que je réalise. Forcément, Charles Aloncle, très content, hein. Victoire, après des mois de pression, les manœuvres des censeurs ont échoué. L'Assemblée a cet après-midi approuvé mon rapport à ses recommandations portées par une mobilisation sans précédent des nombreux Français. Merci aux députés pour leur sens des responsabilités, ainsi qu'à Eric Ciotti et l'ensemble du groupe EDR pour leur confiance. L'heure est désormais à l'action, aux réformes et au redressement de l'audiovisuel public. Alors, non, l'Assemblée nationale n'a pas approuvé le rapport et les recommandations. L'Assemblée nationale a approuvé la publication du rapport et des recommandations. C'est totalement différent. Les députés qui ont voté pour n'ont pas approuvé les recommandations et ce qu'il y a dans le rapport. Ils ont approuvé sa publication, ce qui n'a rien à voir, hein, c'est fondamentalement différent. C'est important aussi de le préciser. Jérémy Patrier-Létus, président de la commission, a réagi également. La commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public a adopté le rapport et se rendu
public le 4 mai inclura un avant-propos de ma part et des contributions des groupes politiques. D'ici là, le rapport ne peut être diffusé. Alors, oui, il y aura un avant-propos et des contre-rapports qui seront diffusés. Je peux aussi vous confirmer une information dite par Denis Masseglia hier en stream. Il fera lui aussi en tant que comment ça s'appelle? Il a un rôle spécial sur le budget. Denis Masseglia. Alors attendez. Sur le budget de l'audiovisuel public notamment. Et il va faire tout un contre-propos lui aussi. Au nom de son poste notamment. Alors je vais vous lire le poste exact qu'il occupe. Alors attendez, fonction liée au mandat des ports historiques. Dans le contrôle budgétaire. Voilà, il était rapporteur spécial, non. En fait, il est chargé du budget de l'audiovisuel public, dans le cadre du budget. Donc lui aussi, il fera un contre-propos. Voilà. Forcément, du côté de l'extrême droite, ça se réjouit. Éric Ciotti, le rapport de notre député sur la commission sera publié. La concrétisation d'un travail de fond. Bravo à toi, Charles. Une fierté pour le groupe. On a également Jordan Bardella qui se réjouit énormément. Voilà, victoire pour tous les contribuables. Le rapport sera publié. Fruit d'un remarquable travail sera publié. En démocratie, le peuple français a le droit d'être informé avec transparence de l'usage. Forcément, Marine Le Pen a également réagi. Malgré les tentatives sur la gauche et l'extrême gauche de censurer le rapport, une majorité de députés de la commission a approuvé sa publication, ne prive pas les Français d'un débat légitime sur le fonctionnement d'un service financé par leurs impôts. Et elle a d'ailleurs réagi en direct de l'Assemblée nationale derrière. Je vous laisse écouter dans la salle des 4 colonnes. Pour la publication du rapport de Charles Aloncle, est-ce qu'ils vont penser qu'il faut qu'il y ait des suites désormais? Ça me paraît évident, sauf à considérer que l'Assemblée nationale effectue des commissions qui ne servent strictement à rien. L'objectif, bien entendu, d'une commission et du rapport qui en est la conséquence, c'est qu'il effectue des préconisations et qu'il faut évidemment à tout prix que le gouvernement se penche sur ces préconisations, d'autant qu'un certain nombre de très lourds dysfonctionnements sont apparus au cours de cette commission d'enquête qui a donc été très utile pour l'information de nos compatriotes, dont je rappelle que 4 milliards de leurs impôts servent précisément à financer le service public. Qu'avez-vous pensé hier justement des réactions contre la publication de ce rapport? Ça a été compliqué, ça s'est joué à une voix près. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle, je ne sais pas, de la naïveté, parce qu'en réalité, tous les Français, beaucoup de Français ont suivi cette commission d'enquête. Elle a été extrêmement intéressante. C'est vrai qu'on en a nous aussi énormément parlé de cette commission d'enquête en stream. Je crois que les auditions ont été tout particulièrement suivies par les Français, et par conséquent vouloir enterrer un rapport comme celui-là, c'est souhaiter en réalité la censure. C'est souhaiter bloquer le travail de l'Assemblée nationale et c'est souhaiter entraver l'information auquel les Français ont droit. Mais je ne suis pas très étonné de cela, compte tenu de la couleur politique de ceux qui ne souhaitaient pas la publication de ce rapport. Alors, moi je tiens quand même à faire un rappel. Durant la commission d'enquête, la réunion de la commission d'enquête qui a eu lieu donc lundi, il y a eu un fait relativement exceptionnel, c'est celui-ci. En fait, durant l'audition, durant la réunion, donc il y a eu un vote qui a eu lieu, qui avait donc confirmé, même si le rapport était rejeté, que la totalité des vidéos serait sauvegardée et des comptes rendus des 200 heures d'audition ne seraient pas supprimés. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, quand un rapport est rejeté à l'Assemblée nationale, tout doit disparaître. Les rediffusions, les comptes rendus, tout. Et ben là, les députés se sont prononcés à 15, donc ça veut dire que tu as des gens qui ont voté contre ou qui se sont abstenus, qui ont voté pour la publication des vidéos, qui donc avaient donné le gage en disant bon, on va censurer son rapport, mais on va faire en sorte que les vidéos restent pour pas qu'il y ait une impression de censure. Et ben dans tous les cas, les vidéos seraient restées, même si le rapport avait été rejeté, ce qui est une information importante quand même, parce que c'était pas prévu que ça soit découpé comme ça. C'était pas du tout prévu. Après le Rassemblement national, je vous laisse écouter la déclaration des LR qui ont voté pour Virginie Duby-Muller et Monsieur Seccioli. Alors c'était un choix cornélien. Il y a eu effectivement des heures de débat, des auditions. Nous considérons que ce rapport, il est important.
Alors les vidéos auraient dû être supprimées, Sea Shepherd. Parfait, il y a des mises en cause personnelles du rapporteur, de la présidente de l'Assemblée. Pour autant, nous avons eu un débat. Il y a aussi un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été révélés à travers ce rapport. Et on considère qu'on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis, qu'il y a un vrai enjeu, en tout cas, de transparence. Et c'est la raison pour laquelle, avec mon collègue François-Xavier, nous avons décidé de voter en faveur de la publication de ce rapport. Encore une fois, nous ne cautionnons pas l'intégralité de ces propositions. Nous souhaitons évidemment que cela crée le débat, mais nous avons souhaité en responsabilité que les Français disposent d'une information éclairée sur ces enjeux en termes d'audiovisuel public. Alors, donc voilà, ici les LR qui justifient ce vote. Le rapport fait un peu moins de 400 pages. Un peu moins. Je vous laisse écouter aussi la justification de la députée macroniste, vice-présidente de cette commission qui a voté l'abstention, enfin qui n'a pas voté, qui s'est abstenue de voter. Je vous laisse écouter Céline Calvez. C'était pas seulement de se poser la question faut-il publier ou pas publier, c'était de se dire que si nous votions pour, ça voulait dire qu'on acceptait tout ce qu'il y avait dedans, même ses dérives. Et voter contre aussi, c'était éventuellement participer à ce que soit tué et ce qui est une chape de plomb sur ce rapport. Or, la publication de ce rapport, ça nous donne quoi ? C'est pas la fin de quelque chose, c'est le début aussi de sa contestation. Pourquoi ? C'est parce qu'on va pouvoir, par nos contributions, pointer ce qui relève du mensonge, ce qui relève de l'inexactitude ou de l'impertinence. Donc en fait, le rapport nous permet d'en parler davantage. La publication du rapport nous permet d'en parler davantage. Et c'est maintenant que ça se passe, et la semaine prochaine, au-delà du rapport, vous en verrez aussi. Alors moi je vais vous dire, il sortira lundi, je compte le lire. Aussi les commentaires, les contributions du groupe qui pourront pointer ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas. Et au-delà de l'avant-propos du président aussi et des contributions du groupe, vous aurez aussi le compte-rendu de tout ce qui s'est dit cet après-midi. Et ce sera intéressant de montrer là où les gens ont été flexibles et là où ils n'ont pas été flexibles. Voilà. Je vais faire une lecture complète, pas en stream, hein, mais oui, je vais me faire une lecture complète moi de mon côté. Hein. Voilà, la publication du rapport sur lequel nous sommes abstenus nous permet d'en critiquer le contenu, ses indignations et ses recommandations. Le rapport est publié, son contenu sera publiquement critiqué. Donc voilà, ça c'est ce que dit Céline Calvez sur le sujet, députée macroniste. Deuxième extrait de Céline Calvez. Céline Calvez, pourquoi avoir décidé de s'abstenir sur ce vote ? Parce qu'on était face à un drame un dilemme cornélien. C'est que si on votait pour le rapport à l'ongle, on donnait notre go à ces propositions, même ce qui ne relève pas du tout du niveau d'un rapport parlementaire. Et si nous votions contre et allions à l'encontre de la publication, ça pouvait participer à ce climat de suspicion que l'ensemble des travaux ont fait. Allez, si vous voulez, rejoignez le Discord. Rejoignez le Discord sur lequel on fera une séance lecture du rapport en Discord. Régner aussi bien sur le sérieux de l'Assemblée que sur l'audiovisuel public. Et donc pour nous, à l'occasion de cette publication, ça va surtout être celle de la critique ouverte et transparente de ce qu'il y a dans ce rapport. Et c'est ce que nous ferons avec une contribution que le groupe EPR, Ensemble pour la République, ajoutera à ce rapport. Pour nous, il était vraiment... Alors, dans le cadre d'une commission d'enquête, Tayo Nokami, l'ensemble des groupes vont pouvoir écrire un propos dans le cadre du rapport. Tu as le président qui va pouvoir faire un pseudo-contre-rapport, ou du moins une grande partie où il va donner son avis. Et tu as les groupes qui étaient présents dans la commission qui, eux, vont tous pouvoir faire un propos également qui sera ajouté au rapport. Donc tu auras le rapport du rapporteur UDR, la partie du président, potentiellement les parties de ceux qui ont des postes spécifiques en lien avec le sujet, comme par exemple Denis Masseglia qui s'occupe du budget de l'audiovisuel public dans le cadre du budget global. Et ensuite tu as aussi tous les groupes présents qui vont pouvoir faire un propos sur le rapport. Voilà. Vraiment difficile cette question, mais l'abstention c'était surtout de ne donner pas de voix supplémentaire à ce rapport qui est sans doute ni fait ni à faire. Du moins il y aura beaucoup de critiques. On pourra aussi rejoindre quelques propositions du rapporteur. Lesquelles par exemple ? Je ne peux pas vous en parler. Les propositions, on n'a pas le droit d'en parler jusqu'à lundi. Hein. Et du coup, quelle est la suite ? Très bonne question. Et pour l'instant, il n'y a pas de suite en fait. Voilà. Lundi, tu as donc le rapport qui est publié. Les recommandations qui seront jusqu'au jusqu'au 10, elles ont jusqu'au 10 pour être ajoutées, les propos des députés supplémentaires. Mais en fait, il n'y a pas forcément de suite. Il n'y a pas forcément de suite parce que du coup, ça va créer des recommandations, mais les recommandations, elles peuvent être reprises comme pas reprises. Pour qu'il y ait une suite, il faut qu'il y ait une proposition de loi ou un projet de loi du gouvernement. Voilà, on est en année préélectorale, il n'y aura pas de proposition de loi qui sera reprise
par une majorité absolue ou de projet de loi du gouvernement qui reprendra ses propositions. Le timing est beaucoup trop court. Par contre, les suites sont potentielles. Imaginons en 2027, c'est le Rassemblement national qui gagne l'élection et Bardella qui est élu président. Il pourrait s'appuyer sur ce rapport et les recommandations pour porter un projet de loi ayant pour objectif donc de mettre en avant et en place ce que veut faire Charles Aloncle, l'audiovisuel public. Ça peut ressortir au moment du budget aussi potentiellement, mais surtout au moment, on va dire, de la présidentielle pour la réforme de l'audiovisuel public. Voilà. Et merci beaucoup Nomads pour les 5 subs offerts à la chaîne. Merci pour ton soutien. Tu m'enverras ta musique. Merci infiniment pour la force. On enchaîne avec Aurélien Saint-Toul. Aurélien Saint-Toul, député LFI. Aurélien Saint-Toul, qui, si je me trompe pas, était président d'une ancienne commission d'enquête sur l'audiovisuel, mais davantage sur la TNT, si je me trompe pas. Voilà. Donc Aurélien Saint-Toul, je vous laisse l'écouter à la sortie du vote. Le macronisme était censé être le rempart face à l'extrême droite. Non seulement il n'aura pas été un rempart, mais il aura été un paillasson, voire un tremplin. Une fois encore, Il était rapporteur, pardon. l'abstention Merci Vincent pour ton 12e mois d'abonnement à la chaîne. Merci pour la force. des macronistes permet à l'extrême droite d'imposer sa règle. Et je dirais même que dans cette circonstance, ce qui est presque le pire, c'est que le président de la commission lui-même a fini par sa décision, par permettre la publication de ce rapport. Il a changé son vote au dernier instant. Et je veux vous dire... Donc apparemment, il y a eu un changement de vote au dernier moment de la part du président de la commission. Je mettrai ta musique à la fin du sujet, Nomad. Merci beaucoup. Dans quelles conditions cela a pu se passer? Après des heures de discussion dans lesquelles la plupart des collègues ont dit à quel point le rapport en question était indigent, malhonnête, malveillant, manquant de l'honnêteté intellectuelle la plus élémentaire, eh bien la plupart se sont abstenus, permettant donc l'adoption du texte. Le président a demandé une modification en particulier, une modification dans l'introduction du rapport qui évoque son statut d'ancien membre du conseil d'administration d'un groupe de l'audiovisuel public au titre de l'Assemblée nationale. Cette mention disait « en dépit de son statut ». Et il considérait que c'était une mise en cause personnelle et que ça posait problème. Dès lors que cette mise en cause a été retirée, dès lors que cette locution « en dépit de » a été... Et ce que je vais vous évoquer après, il y a eu des conditions, il y a eu trois choses qui ont été retirées du rapport pour faire que le rapport a été validé par le président, dont celle-ci. Retiré par le rapporteur, il a cru qu'il pouvait désormais donner son approbation à la publication. Je donne ce détail parce que je crois que justement, il donne la mesure de la gravité du choix et du caractère futile des protestations du président jusqu'à présent. Donc voilà, Aurélien Saint-Toul, et j'ai un deuxième extrait d'Aurélien Saint-Toul, qui était, lui, hier, voilà, qui parle de sa notoriété, qui est maintenant au service de l'empire de Vincent Bolloré, justement, voilà, Nomad qui évoque Patrick Létus a peur de Bolloré, c'est tout. Eh ben, en tout cas, du côté de Saint-Toul, ce qu'on met en avant aussi, c'est une notoriété acquise auprès des médias de Bolloré par Charles Aloncle. Député LFI, vous avez voté contre ce rapport, mais est-ce que vous voyez derrière ce vote positif la possible influence de certaines sphères médiatiques, je pense notamment à l'empire Bolloré? Ce qui est certain, c'est que la notoriété acquise par M. Aloncle en quelques semaines tient beaucoup au service après-vente de tout l'empire Bolloré. Du point de vue des médias, il a été largement poussé, largement mis en évidence, et il est clair que parmi celles et ceux qui auront décidé au dernier moment de voter pour, il y a sans doute la volonté de se concilier les bonnes grâces de ce monde-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas imaginer que le président de la commission, Patrick Létus, ait décidé au dernier moment de voter pour en se fondant sur les tout petits ajustements totalement cosmétiques qu'il aurait obtenus. Il a une DA de droitard. Je trouve qu'il a la même DA que Léaumont pour le coup. Je signale 3 éléments seulement qui ont été modifiés dans le rapport. Un qui était de fond et qui portait sur une proposition qui n'avait pas vraiment trait à la télévision, qui était sur un crédit d'impôt pour le cinéma. Et puis 2 autres aspects qui concernaient juste la personne de Yael Braun-Pivet et celle de Jérémy Patrier-Létus, qui étaient un peu égratignés dans l'introduction du rapporteur Charles Aloncle. Et le simple fait d'avoir obtenu que personnellement il soit épargné a justifié, soi-disant, pour M. Patrier-Létus de voter pour la publication. Ça paraît incompréhensible. On a du mal à croire que dans 360 pages d'un rapport très problématique, 360 du coup, ce qui a été dit par beaucoup de personnes, le simple fait de revenir sur ces 3 éléments qui étaient totalement périphériques puisse avoir changé le vote du président. Voilà, donc c'est ce qui était un peu évoqué dans la vidéo d'avant. Maintenant, je vais vous laisser écouter Madame Hadizadeh, qui était également députée dans la commission.
la députée PS. Voilà, et on voit qu'elle est avec son groupe qui revient sur ce rapport Engine. Les démocraties ne s'affaiblissent pas quand les adversaires la menacent, elles s'affaiblissent quand ceux qui sont censés la défendre sont mous, baissent la garde et finalement capitulent. Nous venons d'assister ce soir à une capitulation. À 12 voix contre 10, ce rapport va être publié et il y a des députés du bloc central qui se sont abstenus. Nous avons dit pas en notre nom. Nous ne pouvons pas laisser entrer dans les archives de l'Assemblée un rapport qui est fait comme un tract du Rassemblement national et du parti d'Éric Ciotti qui voue une admiration sans borne à Donald Trump. Ici, ce n'est pas Mar-a-Lago. Ici, c'est l'Assemblée nationale. Ici, ce n'est pas encore l'Amérique de Trump. Ici, c'est la République française. Sur la page de garde de ce rapport, vous verrez que c'est un rapport qui est rendu au nom des membres de la commission d'enquête. Ce n'est pas le rapport du rapporteur. Si c'était le cas, moi, ça ne me pose pas de problème. Il défendrait son rapport comme le sien. Le rapporteur a une obligation, une responsabilité de collégialité qu'il n'a absolument pas assumée. Ça a été l'homme d'un parti, ça a été l'homme d'un milliardaire, et cela se retrouve noir sur blanc dans le rapport. L'Assemblée nationale doit être crédible. Nous, si on entérine ce rapport, on entérine aussi des mensonges. Et donc, on vient discréditer l'Assemblée nationale. Nous avons essayé de dire stop, et malheureusement, cette digue-là a encore cédé, et nous avons en face de nous un rapport qui est indigent. Mais vous pourrez le constater bientôt, il sera public, malheureusement, et nous ne le dirons jamais assez, Public lundi, je rappelle, une semaine après le vote, donc lundi 4 mai. Le mensonge voyage toujours plus vite que la vérité et nous allons de nouveau batailler pour venir rectifier tous les mensonges qu'il y a dans le rapport à l'oncle. À vous aussi, journalistes, maintenant de faire votre travail et de venir pointer toutes les diffamations, toutes les insinuations et tous les mensonges qui émaillent ce rapport, toutes les pages. À toutes les lignes, à tous les paragraphes, il y a une horreur. Et d'ailleurs, je peux vous informer que je suis en contact avec certains députés de la commission pour les faire venir, pour parler du rapport, pour parler de comment s'est passée cette réunion, etc. Voilà. Je suis en train de voir pour les faire venir sur la chaîne pour certains. J'attends quelques réponses. J'ai contacté Erwan Balanan, j'ai contacté du côté du PS, j'en ai contacté aussi, du côté LR, du côté EPR. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont redit, les socialistes? Parce que le lendemain, voilà, ils étaient aussi en conférence de presse, la conférence de presse avant question au gouvernement. Voilà, Arthur Delaporte, c'est un tract politique qui n'aurait pas dû engager la responsabilité de la représentation politique. Il résume, rejeter ce rapport n'aurait pas été une censure, ça aurait été un rappel à l'ordre. Voilà, la position des socialistes, qui, je rappelle, ont tous voté contre. Les socialistes étaient tous là et ils ont tous voté contre. Côté écologiste, les amis, allons voir Madame Sophie Taillepoyan et Jérémy Yordanov, qui étaient les deux députés du groupe écologiste présents dans cette commission. Mettre le sceau de l'Assemblée nationale, mettre toute la légitimité, tout le poids de la légitimité de l'Assemblée nationale dans un rapport truffé d'insinuations, de mensonges, surtout de mensonges par omission et de propos biaisés qui sont tout à fait à l'image de ce qu'on a vu lors des auditions, cela, je trouve ça déplorable. Et oui, je trouve extrêmement déplorable que beaucoup de députés se soient abstenus sur un point aussi important. Ce sera dans le rapport, donc tout le monde pourra le voir. Il y a des choses qui ne correspondent pas aux faits, il y a des insinuations, il y a des qualificatifs qui n'ont rien à faire dans un document parlementaire qui devrait être quelque chose qui est objectif, qui est sur des faits. C'est un travail de l'Assemblée nationale qui aujourd'hui est autorisé par des parlementaires du bloc central. Je le dis, ils donnent le point au Rassemblement national. Ils n'ont pas compris ce qui est en train de se jouer dans la société française. Le RN a un agenda politique qui est parrainé par Vincent Bolloré et d'autres grands groupes industriels. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale, la commission d'enquête parlementaire est instrumentalisée pour détruire l'audiovisuel public, quelque chose qui est là pour garantir la sincérité du débat public, pour garantir la culture pour tous, pour garantir une information fiable et de qualité. Et aujourd'hui, il y a un travail qui est mené de sape de Jérémy Yordanov, qui est un des anciens vice-présidents de l'Assemblée nationale avant la dissolution, je rappelle. Le visuel public. Il y en a marre. À un moment donné, le Rassemblement national et l'extrême droite, il faut dire stop. Voilà. Et le bloc central n'a pas eu le courage aujourd'hui de dire non. Et c'est un problème pour la démocratie française. Alors, puisque ce rapport sera rendu public, nous pourrons bien entendu, et le groupe écologiste et social le fera, mettre par écrit l'ensemble de nos remarques. Et donc voilà. Et derrière, on a également Benjamin Lucas qui a réagi parmi les écologistes. Benjamin Lucas que vous connaissez bien, qui est à Génération, l'ancien parti de Benoît Hamon. Voilà, Benjamin Lucas qui réagit sur Bolloré notamment. Bon, on savait que monsieur Il faut un bon duo avec Léa Balage et Anne-Marie qui, je trouve. Hein. Bolloré était capable de s'acheter des éditeurs, des journaux, des chaînes de télévision. On a maintenant la confirmation que monsieur Bolloré peut s'offrir des parlementaires. L'extrême droite d'abord, qui est ici sa marionnette, qui pose les questions auxquelles il a envie de répondre, qui organise une commission d'enquête, pardon pour le terme, parce que ce n'est pas vraiment une, il y a un pseudo
Je crois que Hamon, il n'y est plus, c'est pour ça. de rapport Je sais plus. parlementaire uniquement pour servir l'agenda de casse des services publics, l'agenda réactionnaire de M. Bolloré, et puis aussi malheureusement la droite jadis républicaine qui se compromet avec l'extrême droite, et la Macronie qui est planquée sous la table par lâcheté, qui permet par sa lâcheté que passe un rapport parlementaire qui est un tissu de mensonges, d'injures, de diffamations, qui n'a rien à voir avec ce qu'est l'esprit, ce que sont les principes qui devraient régir notre travail à tous dans cette institution qu'est l'Assemblée nationale. Donc il y a eu hier une chape de honte qui a été posée sur l'Assemblée nationale. C'est une victoire de M. Bolloré contre la démocratie, Oui, et ça parle énormément de Bolloré, mais à juste titre. contre le Parlement, contre ses principes et contre son histoire. Nous, on est très fiers d'avoir tenu bon et on continuera à tenir bon contre cette façon qu'a l'extrême droite de s'immiscer partout, sournoisement, et d'essayer partout d'influer sur la vie démocratique pour servir son agenda d'obsession raciste, réactionnaire, anti-presse libre, anti-service public, au final anti-république. Donc voilà pour Benjamin Lucas qui ensuite en avait reparlé pendant la conférence de presse, mais du coup je vais pas vous le mettre, je vais juste voilà. On sait maintenant que Bolloré peut s'offrir des parlementaires et demande des investigations et des sanctions pour protéger l'institution parlementaire des tentatives d'ingérence. Alors moi j'aurais envie d'y répondre, c'est du lobbying, ça existe depuis la nuit des temps à l'Assemblée nationale. Non mais vraiment, si tu veux condamner et attaquer le fait que Bolloré ait demandé à des députés de poser des questions, tu dois t'en prendre également à des associations qui portent et qui poussent pour avoir des droits à l'Assemblée et qui vont faire du lobbying auprès des députés. Genre, tu peux aller, tu peux faire le même raisonnement si tu le pousses dans la même logique. Tu peux faire le même raisonnement avec la DMD, l'association droit à mourir, pour le droit à mourir dans la dignité. Parce que du coup, ils vont encourager les députés à poser des questions ou à pousser certains projets de loi, etc. Sur le projet de loi Fendi notamment. En fait, c'est du lobbying politique, ça existe depuis la nuit des temps. Non, mais peut-être que les moyens n'ont pas les mêmes ni l'impact, sauf que cette question, elle n'est pas quantifiée à l'Assemblée nationale. Ce que j'explique, c'est juste que le lobbying, ça existe depuis toujours. T'as carrément, alors pour vous donner une idée, au Parlement européen, tu as carrément un salon des lobbyistes. C'est-à-dire, tu as un espace dédié pour que les lobbyistes soient reçus, soit dans la salle, et t'as les députés européens qui vont les voir, ou ils vont voir les députés européens, et cette salle, elle est dédiée à ça. T'as aussi des boîtes aux lettres dédiées dans lesquelles les lobbyistes vont déposer des trucs dans les boîtes aux lettres des députés. Genre des bouteilles de vin, etc., etc. Ah, le lobbyisme et la politique, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. C'est juste ça que je voulais rappeler. Du coup, ensuite, Erwan Balanant. Erwan Balanant, qui était un des députés, qui était très critique et qui s'était un peu embrouillé d'ailleurs avec le député Charles Aloncle. Ah, si Monsieur Aloncle n'est pas capable de comprendre que l'audiovisuel public est un outil de souveraineté, moi je me demande si c'est vraiment un bon patriote, lui assent-il en conférence de presse, et il était d'ailleurs dans la matinale chez France Info, voilà, je vais vous laisser écouter. Alors, j'ai pas cet extrait, voilà. Ne pas avoir voté contre, ça voulait dire ne plus avoir de rapport du tout, je ne voulais pas en faire une victime. Il a déjà suffisamment fait la victime. Alors si, je vais vous le mettre. Membre de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement, le financement de l'audiovisuel public. Bonjour, Erwan Balanant. Bonjour. Vous êtes opposé au rapporteur Charles Aloncle, le député ciotiste. La question qui était posée hier aux membres de la commission était celle de rendre public ou non ce rapport de 400 pages. Les refus sont rares dans la tradition de l'Assemblée nationale. On n'est pas passé loin. 12 voix pour la publication, 10 contre. Et vous vous êtes abstenu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, on ne vote pas pour la publication, on vote pour ou contre le rapport. Et ça veut dire qu'hier, il a non seulement été décidé qu'il serait publié, mais il est adopté, approuvé. Oui, mais approuvé, je rappelle, un rapport, ça n'a aucune portée normative. Ce n'est pas une loi. C'est vrai. Donc c'est un rapport, c'est le fruit d'un travail controversé, un travail qui pose beaucoup de questions sur la façon dont il a été mené et sur les conclusions qu'il pose. Alors pourquoi ne pas avoir voté contre ? Parce que ne pas avoir voté contre, ça voulait dire que c'était ne plus avoir de rapport du tout. Et comment nous allions contre-argumenter si nous avions plus de rapport ? On aurait eu la machine à fantasmes qui se serait mis en route, les cris d'orfraie de M. Aloncle parlant de complot, et nous aurions eu quelque chose qui aurait été malsain, je pense, pour la démocratie. Vous ne vouliez pas en faire une victime ? Non, je ne voulais pas en faire une victime. Il a déjà suffisamment fait la victime pendant tout ce temps pour que... Oh, le tacle ! Que cela vienne en plus. Par contre, aujourd'hui, nous avons ce document. Oh, le tacle ! Il a déjà suffisamment fait la victime. Oh, le tacle !
Bon, il s'est abstenu, il n'a pas voté contre, Balanan. Mais le niveau de tacle, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, le rapport sur l'audiovisuel public adopté par la commission d'enquête. Monsieur Aloncle veut recréer l'ORTF en quelque sorte, qui était sous la coupe et la dépendance du pouvoir. C'est terrible pour la démocratie, dit Erwan Balanan, membre de cette même commission d'enquête. Et je crois qu'il y a un dernier extrait, parce qu'il y en avait 3. Le 3e extrait de Balanan, c'est quoi? Commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Voilà. Ah, ça, c'est un passage intéressant, je trouve, donc je vais vous le mettre. Par exemple, la nécessité de faire des économies. Moi, je ne crois pas que ça soit des économies. Vous savez, un journal a titré, en parlant de Aloncle, l'homme qui valait 4 milliards. En fait, c'est l'homme qui pourrait nous en faire perdre 14 milliards, puisque 14 milliards, c'est la valeur ajoutée de l'audiovisuel dans sa généralité en France. Vous savez, en France... 14 milliards de valeur ajoutée. C'est un chiffre calculé par des études du ministère de la Culture, tout simplement, et avec un chiffre tout simple. Le monde de la culture et de l'information dans notre pays, c'est 100 milliards de chiffre d'affaires. C'est plus que l'automobile et la pharmaceutique réunis. Et tout ça fonctionne parce que nous avons des leviers de pouvoir public. C'est-à-dire que quand on met, par exemple... c'est simple. Quand on met 1 euro, quand on met 1 euro, ça en fait gagner 10 à l'État. Voilà, c'est simple. Donc ça, vous allez l'écrire, le consigner dans un contre-rapport. Et, pardon, mais est-ce qu'on parle de choses concrètes qui vont aboutir, là encore, à des lois, à des modifications, à des changements dans l'audiovisuel? Non, voilà, bon, ça c'est autre chose, mais c'était intéressant d'expliquer que quand on met 1 euro dans l'audiovisuel public, ça en fait gagner 10. Alors, moi, je trouve ça intéressant comme explication et comme information. Et d'ailleurs, tu as Benjamin Lucas qui a réagi, argument bidon, le vote d'un parlementaire n'est pas une affaire de stratégie de com, mais un choix en conscience qui engage au regard des principes et de l'histoire de notre institution. S'abstenir, c'était le choix des lâches, de laisser l'extrême droite diffuser ses horreurs. Voilà. Ensuite, on a également Yael Braun-Pivet qui a réagi. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui assure un ton un peu paternaliste en disant, paternaliste, mes députés, voilà. Elle dit mes députés, comme s'il leur appartenait, etc. Il lui appartenait, etc. J'ai toujours souhaité cette publication, et donc je m'en félicite évidemment. Après, je ne parlerai pas de censure. Et elle est chez Bolloré, elle est chez CNews, là. S'il n'y avait pas eu de publication, il faut bien voir. Comment, alors que ça aurait été... En fait, ça aurait on été aurait écrasé le rapport. Mais ça aurait été une non-adhésion des parlementaires qui ont participé à la commission aux conclusions du rapporteur. La commission d'enquête est un travail... La commission d'enquête est un travail collégial. Il y a 31 membres d'une commission d'enquête. Et donc, le travail collégial nécessitait à la fin une délibération collégiale sur le rapport. Je sais, moi, j'ai pas participé au débat, ils se sont déroulés à huis clos, mais je sais que les parlementaires qui ont participé à la commission ont demandé la rectification d'un certain nombre de conclusions du rapporteur, etc. Donc, une chose qui la concernait, elle, qui a été supprimée. Il y a quelque chose qui concernait directement Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, que les députés ont fait retirer avant la publication du rapport. Je n'ai pas lu le rapport, évidemment, il est encore confidentiel. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, moi, je me félicite que ces travaux voient un aboutissement public. J'avais souhaité que les comptes rendus restent en ligne, que les vidéos restent en ligne pour que tout le monde puisse se faire une opinion. Je crois que c'est très important parce que, en fait, une commission d'enquête, c'est un travail de contrôle du Parlement. C'est une mission constitutionnelle. Donc, il faut préserver la capacité que les parlementaires ont de contrôler l'action publique. Elle était très légitime. On sait qu'elle a donné lieu à beaucoup de débats, à beaucoup de discussions. C'est normal. C'est un sujet important. C'est des fonds publics utilisés, donc les Français ont besoin de savoir comment ces fonds sont utilisés. Moi, je voudrais quand même saluer l'action aussi du président de la commission d'enquête parce qu'il a eu un travail difficile avec autant de tensions dans sa commission, Monsieur Patrier-Létus, qui a réussi à tenir, et Charles Aloncle. Alors, je salue son travail, mais il a été, et je l'ai dit et je l'ai dénoncé, peut-être un peu trop dans la lumière. Moi, j'attends de mes parlementaires que... J'attends de mes parlementaires n'est pas adapté selon moi. Genre, tu penses que tu veux d'Aloncle, mais ce ne sont pas tes parlementaires. Tu es présidente, mais leur façon de s'exprimer et leurs idées ne t'appartiennent pas. Mes parlementaires, c'est non. Lorsqu'ils mènent un travail de cette ampleur, qu'ils restent vraiment concentrés sur leur travail parlementaire. Et c'est vrai que parfois... Est-ce que c'est interdit par le règlement de faire des interviews? Non, c'est pas interdit. Bon. Ce qui est interdit, c'est de divulguer des informations qui doivent rester confidentielles, ce qui est quand même pas très... Mon assemblée, c'est ça, ouais. Respectueux de l'Assemblée nationale, c'est de faire des annonces en médias avant de les faire à l'Assemblée, etc., etc. Je l'ai rappelé à l'ordre, mais comme j'ai rappelé à l'ordre plusieurs rapporteurs ou présidents de commission d'enquête, quand ils dépassent un peu le cadre, c'est juste... Ah, j'ai envie de voir Yael Braun-Pivet s'adresser aux députés. Mes petits loups, aujourd'hui, vous allez m'écouter. Parce que vous êtes dans mon assemblée.
Sur Charles Mon Alon. rôle, moi je suis là pour faire respecter les institutions et pour faire en sorte que le Parlement puisse exercer pleinement ses missions. C'est ce qu'il a fait dans le cadre de cette commission. Donc voilà, il y a le Brun Pivet. On a également Roland Lescure qui a réagi. Roland Lescure, qu'est-ce qu'il a dit? Les débats caricaturaux qui cherchent le buzz. Roland Lescure assure s'être attaché au service public. Voilà, et il dénonce des débats caricaturaux cherchant le buzz. Ça, c'était sur France Inter. On a également Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui a réagi. Voilà, le rapport sera adopté. Charles Aloncle est évidemment un allié du Rassemblement national. Il y a eu un comportement et des méthodes qui ont été détestables. Ce rapport a été utilisé par le rapporteur comme un outil politique. Voilà, ça c'est la présidente de l'Assemblée. Et je vous garde le meilleur pour la fin. Aurore Berger, la ministre des la ministre de l'égalité homme-femme, femme-homme, et des solidarités, je crois. Je sais plus. Bref, je vous laisse l'écouter. Bonne nouvelle pour vous ou pas? Il faut en faire quoi de ce rapport maintenant? Non, et des luttes contre la discrimination. Non. Je pense qu'il avait écrit son rapport avant que les auditions aient lieu. Je pense qu'il avait un choix déjà très clair sur ce qu'est l'audiovisuel public. Moi, je crois qu'on a une force dans notre pays, c'est qu'on a un audiovisuel public fort et un audiovisuel privé fort. Et qu'on a besoin des deux parce qu'ils ne remplissent pas les mêmes missions. Et je pense que c'est nécessaire pour la démocratie, pour la place de la culture, pour l'accès à l'information. Quand on regarde le volume de désinformation, quand on regarde les ingérences... Oui, je pense que c'est très important. Et je pense que c'est important que les responsables politiques assument aussi d'avoir des mots clairs sur l'audiovisuel public. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de réforme, mais ça veut dire qu'on ne peut pas accepter l'idée... Donc t'as des ministres de gouvernement, donc Aurore Berger, qui explique que Aloncle avait écrit son rapport avant même le début des auditions, selon eux. C'est une ministre qui dit ça quand même. Que la France, comme ça, se départirait de son audiovisuel public, parce que tous les Français, à un moment, ils écoutent ou ils regardent l'audiovisuel public, et qu'on en a besoin, comme on a besoin d'un audiovisuel privé fort. Donc voilà. Ensuite, on avait Charles Aloncle qui, du coup, hier, le lendemain, est allé faire la parade sur les plateaux et le soir même. Il explique qu'il a dû faire des concessions. Voilà, on va écouter un peu Aloncle et Patrilétus maintenant. On est dans la partie analyse et réaction des deux principaux concernés. Là, je pense qu'on a fait un point global sur tous les partis, leurs positions. Je pense que j'ai pas fait de raté. Si GDR, mais il n'y a pas eu de communication de plus que ça. Et voilà, on a vu les positions de tous les partis qui se sont positionnés. LR, macronistes, écologistes, socialistes, insoumis, tout. On a tout vu. Donc, pardon, merci Don. Donc là, on part sur les réactions directes. Et notamment, voilà, Charles Aloncle qui explique qu'il a dû faire un certain nombre de compromis. C'est quoi ces compromis? On va regarder ça. Qu'est-ce que vous répondez justement? Certains disaient, il dit qu'il y aura une censure. Il n'y a pas de censure finalement. Non mais vous savez, ça s'est joué à très peu de choses. Ça s'est joué à 2 voix simplement. Je remarque qu'une partie de la gauche... Alors techniquement, ça s'est même joué à 1 voix. Si un des députés qui a voté pour avait voté contre, ça aurait fait 11-11. Et en cas d'égalité à l'Assemblée nationale, ça ne passe pas. Il faut une majorité absolue. Et une égalité, ce n'est pas une majorité. En cas d'égalité, le rapport aurait été rejeté. C'est-à-dire que donc ça ne passe même qu'à 1 voix. Si un des pour avait voté contre, ça ne passait pas. Voilà. Prenez les critiques contre l'audiovisuel public comme des critiques personnelles, ce que j'ai eu un peu de mal à comprendre. Il a fallu un certain nombre de compromis lors de ces discussions pour arriver à un vote favorable, mais ça n'a pas été chose aisée. Alors on voit que vous avez été ciblé même ces dernières heures par le président de la commission d'enquête qui travaillait pourtant avec vous, qui est un élu horrible. Oui, Dante, si Jérémy avait voté contre, ça ne serait pas passé. 12-11, Jérémy a voté pour. Il vote contre, ça fait 11-11, égalité, rejet du rapport. Il a regretté, je cite, que des auditions soient transformées en tribunal politique ou en procès individuel. Il va même plus loin, il met en doute votre probité. A-t-il mené son travail en toute indépendance et impartialité, dit-il à votre sujet? Ah oui, parce que maintenant, du coup, ils sont en guerre. Aloncle et Patrilétus. Oui, mais si t'as un des pour qui vote contre, ça fait 11-11, gros. Et 11-11, c'est une égalité, et en cas d'égalité, c'est rejet à l'Assemblée nationale. Voilà, et du coup maintenant t'as une guerre, t'as Patrilétus qui dit que Aloncle c'est le cheval de Troie du RN, et t'as Aloncle qui dit, enfin c'est quelque chose là. De qui étiez-vous le porte-parole? J'étais le... Patrilétus qui reviendra sur la chaîne prochainement d'ailleurs. Voilà, je peux vous l'annoncer, je suis en contact avec son équipe pour le faire revenir sur la chaîne prochainement, pour faire le bilan. Le porte-parole des Français qui tiennent à l'audiovisuel public, qui ont été... comme moi, éveillés notamment à la chose publique et au débat politique grâce à un certain nombre d'émissions et qui aujourd'hui ont du mal à se retrouver dans certains contenus et programmes et ont du mal aussi à accepter que certaines de ces entreprises, par une faillite financière, puissent être amenées à disparaître. Donc je voudrais simplement le dire, depuis le début de cette... Oui, il y a aussi abstention, effectivement. Commission d'enquête, mon seul objectif était de braquer un projecteur sur les dérives et sur les dysfonctionnements
de l'audiovisuel public de proposer des recommandations pour mieux les résoudre et pour mieux sauver aussi ces entreprises. C'était tout l'objet de ce rapport. Et du coup, quelles ont été les contreparties? Parce que c'est intéressant de comprendre les contreparties. Il y a eu 9 abstentions. Attends, je sais plus. Il y a eu beaucoup d'abstentions sur mon infographie. Attends. 9 abstentions, dont une insoumise qui n'était pas là. Oui, on pourrait, Hugo Link, même s'ils sont disponibles sur la HATVP. Hein. C'est revenu. Mais ouais, t'as une insoumise qui était absente. Hein. Elle n'a pas voté l'abstention, mais elle n'était pas là. Elle n'était pas à l'Assemblée nationale, Sylvie Ferrer. Je ne sais pas ce qu'elle faisait particulièrement. Je n'ai pas trop regardé, mais je sais qu'elle n'était pas dans l'hémicycle et qu'elle n'a pas voté. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été caviardé pour assurer la publication? Alors, la disparition d'une proposition très éloignée de l'audiovisuel public. Parmi ces compromis, on trouve la suppression de l'une de ces 80 propositions. Mettre fin au crédit d'impôt dont bénéficiaient les films étrangers, dont une partie ou toute la fabrication a lieu en France. Ce crédit d'impôt cherche à attirer les productions étrangères qui embauchent alors des auteurs ou des comédiens dans l'Hexagone. C'est un sujet très éloigné de la question de l'audiovisuel public. Il a accepté sans problème de le caviarder, nous explique un député membre de la commission. Donc une proposition qui n'avait aucun lien avec la commission ici. Hein. Autre chose qui a été retirée. Les mentions de Yael Braun-Pivet. Charles Aloncle a accepté de biffer deux passages qui faisaient grincer les dents dans le camp des députés Renaissance. Un extrait du rapport mentionnait la présidente Yael Braun-Pivet qui avait critiqué le rapport et le rapporteur. Nous expliquait le député non inscrit Véronique Besse. Il ne sera finalement pas dans la version finale. Le locataire du perchoir avait appelé le président de la commission Jérémy Patrié-Létus et le rapporteur a essayé de garder un maximum de dignité dans cette commission. Elle était dans son rôle, rappelant les missions des uns et des autres, ça n'avait pas sa place dans le rapport, tranche un élu du bloc central. Et autre chose qui a disparu, Charles Aloncle a aussi accepté de faire disparaître de son travail une mention rappelant le rôle d'administrateur du président de la commission d'enquête, Jérémy Patrié-Létus, à Radio France, entre 2023 et 2024. Un tissu d'insinuations et de mensonges. Ces informations sont cependant publiques et apparaissent bien sur la déclaration de la HATVP de la vie publique du député. Ne pas l'écrire comme ça évite quand même toute suspicion de conflit d'intérêt, observe un membre de la commission. Ces concessions, qui ne changent rien au tissu d'insinuations et de mensonges constitue ce rapport, Grenz, la députée écologiste Sophie Taillé-Polian, ont permis l'adoption, l'abstention des députés et le soutien du président Jérémy Patrié-Létus. Dans la foulée de l'annonce de son rapport, Charles Aloncle a salué sur notre antenne le sens de responsabilité des députés. Donc voilà, c'est ça qui a été caviardé, hein. C'est juste ça. Les mentions de Yael Braun-Pivet, les mentions de Jérémy Patrié-Létus et une proposition qui n'avait rien à voir avec l'audiovisuel public. Ce sont ces trois concessions qui ont fait que le rapport a été adopté de par, en premier temps, l'abstention des macronistes et le vote pour de Jérémy Patrié-Létus. Je vais vous laisser écouter cette question au gouvernement de Fathia Keloua-Hachi, la députée socialiste, posée hier pour défendre l'audiovisuel public durant les questions au gouvernement. Ma question s'adresse à la ministre de la Culture. Madame la ministre, aujourd'hui, la culture et les médias sont sous emprise. Et c'est notre société entière qui se retrouve sous la mainmise d'un milliardaire. Le saccage de la maison d'édition Grasset et la dérive de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public sous les ordres de Monsieur Bolloré ne sont bien sûr que la suite logique de sa stratégie. Une stratégie fondée sur la haine des médias, la haine du service public, le rejet du monde intellectuel et du monde universitaire. Une stratégie qui a ses relais, comme Charles Aloncle, qui fait voter un rapport à charge contre l'audiovisuel public, sous prétexte de le sauver. Une stratégie qui a ses éléments de langage, quand M. Bolloré parle d'une petite caste pour parler du monde de l'édition. Nous l'avons d'ailleurs jamais connu dans notre histoire un empire aussi vaste. Il est détenteur du groupe Hachette, des enseignes de distribution Relais, du groupe Havas. Il finance tout, la musique, le cinéma, les jeux vidéo. Son empire est désormais tellement... Les jeux vidéo? Ah, je savais pas que Bolloré avait des trucs dans les jeux vidéo. Chez quel studio? Je suis très curieux là. Conséquent qu'il est présent à chaque instant de notre vie. Cette semaine, un phénomène inédit s'est produit en France. Un phénomène inédit. Ah, il a pris 7% d'Ubisoft. Ok, je savais pas. Plus de 200 écrivains annoncent qu'ils quittent Grasset suite au licenciement du directeur général. Ces deux exemples nous rappellent le projet de l'extrême droite.
instrumentaliser l'information et la culture à des fins idéologiques. Rappelons-nous, s'il vous plaît, des mots d'Umberto Eco dans Comment reconnaître le fascisme. D'ailleurs, qui a été réédité il y a peu chez Grasset. Il disait, pour les fascistes, la culture est suspecte, en cela qu'elle n'est synonyme d'esprit critique. Alors, Madame la Ministre, comment, s'il vous plaît, allez-vous protéger les auteurs face aux dérives qu'accompagne la concentration éditoriale? Comptez-vous mettre en place la clause de conscience que les écrivains nous réclament? Merci. Donc voilà, et question importante, parce qu'au final, elle revient sur tout ce qui touche. Elle revient sur tout ce qui touche donc à Bolloré et l'empire bolloréen, et au passage sur la commission d'enquête. C'est pour ça que je voulais vous mettre cette question, parce qu'elle va permettre un peu d'intermède vis-à-vis de tout ce qu'on va entendre de Aloncle et Patrier juste après là. Je crois que vous mélangez beaucoup de choses à la fois. Réponse de la ministre de la Culture, Madame Pégard, qui je rappelle est l'ancienne présidente, directrice de Versailles, qui maintenant va se faire remplacer du coup par Rachida Dati, qui va aller à Versailles. C'est pas une blague. Je crois que vous mélangez beaucoup de choses à la fois. J'ai suivi l'émotion comme vous qui a saisi le monde de l'édition dans les derniers jours. Nous avons besoin de grands éditeurs. Les grands éditeurs font les grands auteurs, puisque c'est eux qui détectent les premiers, les écrivains de demain. Nous avons les plus beaux catalogues de l'édition mondiale, je pense. L'édition française est reconnue dans le monde. Et donc, je serai particulièrement vigilante à ce qu'on continue à protéger nos éditeurs et à protéger nos auteurs. Ça, c'est la première question. Ensuite, Madame la députée, vous faites allusion à l'audiovisuel public et à un rapport qui a été rendu ces derniers jours, qui n'est toujours pas rendu public puisqu'il le sera le 4 mai. Je voudrais rappeler un peu solennellement, dans le tohu-bohu du moment, que l'audiovisuel public est notre bien commun, le bien commun de tous les Français, comme l'édition d'ailleurs est notre bien commun et l'expression de notre souveraineté culturelle. Il est évidemment légitime que cet audiovisuel public soit l'objet de débats, qu'on s'interroge sur sa gestion, sur ses missions. Et si l'on peut sans doute s'interroger sur les conditions dans lesquelles les débats ont eu lieu depuis des semaines, il y a, vous le savez, la forme et le fond. Et le fond, pour nous, pour le gouvernement, se résume assez simplement. En réalité, les vrais défis, les seuls défis pour le service public audiovisuel nous ramènent à notre conception du pluralisme, à nos choix démocratiques. On pourrait en dire autant de l'édition d'ailleurs. Ces vrais défis, ce sont la menace inquiétante de la désinformation, les fausses informations, les réseaux sociaux, dont le service public peut être l'antidote. C'est une nouvelle ambition pour le service public autour d'objectifs concrets au service de nos concitoyens que nous travaillons. Merci beaucoup, Madame la Ministre, c'est terminé. Madame la Ministre, c'est terminé. Silence maintenant, Madame la Ministre, on arrête de parler. Et attendez, du coup, je vous parlais de Bolloré qui avait des actions chez comment ça s'appelle, chez Ubisoft, sauf que je les retrouve pas, ces actions. J'arrive pas trop à les retrouver. Ubisoft, Bolloré. C'est hors sujet, je sais, mais en 2015, le groupe Vivendi dirigé par Bolloré prend une participation minoritaire non sollicitée de 6,6% dans Ubisoft. Et en 2024, on apprend qu'ils ont augmenté leur part. Après avoir pris 7% d'Ubisoft et Gameloft il y a une semaine, le groupe Vivendi a indiqué qu'il avait augmenté ses positions dans le capital des deux groupes de jeux vidéo français à 10,39% dans Ubisoft et 10,20% dans Gameloft. Voilà. Donc ouais, Bolloré a maintenant 10% depuis 2024. Après, je sais pas s'il les a revendus ou pas, parce que je les ai pas retrouvés. Mais ouais. Alors, mais là, je parle d'un article de 2024, Fézard. Moi, je suis sur un article de 2024. Je te le mets dans le chat. Donc voilà. Bon, allez, on revient à notre sujet. Excusez-moi de cette petite aparté. Je me suis perdu sur le sujet du jeu vidéo. Vous savez comment je suis. Hein. Et forcément, Aloncle est allé faire sa pub chez Pascal Praud. Alors là, c'est un double trigger warning. Vous avez à la fois Pascal Praud et Charles Aloncle qui parlent de Xavier Niel. Quand il m'aura parlé, je lui poserai une question. Oui. Oh, est-ce putain, qu'il est vrai... triple. Il y a Gilbert Collard, c'est mon ancien député.
Gilbert Collard, qui était député du Gard avec Marine Le Pen il y a quelques années, c'était mon député également. Député de la 2e circonscription du Gard, Vauvert. Est-ce qu'il est vrai que Niel, quand il n'est pas venu, était au ski? Oui ou non? Oui C'est ou non? prouvé par un média de gauche et indépendant, enfin investigation. Il y a différentes sources qui indiquent qu'il nous avait dit qu'il était à l'étranger, il avait imposé une visio, on lui avait accordé cette visio, il ne s'est pas présenté 30 minutes avant, il a refusé de répondre sur pourquoi il était absent, et visiblement il était à Courchevel, donc il s'est dérobé à cette exigence. Collard était avocat. Il s'est dérobé à cette exigence parce qu'il était au ski à Courchevel, et c'est un scandale, et j'aurais attendu de la présidente macroniste et du président macroniste de la commission d'enquête de s'exprimer, de le rappeler à l'ordre. Écoute. Voilà, au passage, on est sur l'audiovisuel privé, on va mettre une pub, on va mettre une petite balle. Voilà, puis ça fait un peu, certaines diront ça fait Calimero. Voilà, j'ai été accusé de tous les maux. Je vous laisse écouter Charles Aloncle. Le problème, c'est que ces antennes qui sont objets de la commission d'enquête doivent... En fait, moi, je trouve ça toujours impressionnant d'aller taper sur l'audiovisuel public comme tu es sur le privé. Non, Inamoroso, non. Émettre une certaine forme de devoir de réserve qu'elles n'ont pas faite depuis le début sur les antennes du service public. J'ai été accusé de tous les maux. Ce sont pourtant des entreprises qui sont soumises pendant 6 mois au contrôle de la représentation nationale. Il y a un principe constitutionnel qui est l'évaluation des politiques publiques. Et depuis le début, de la présidente de Radio France à la présidente de l'Assemblée nationale à ce président macroniste de la commission d'enquête, ils se sont d'une certaine façon ligués pour discréditer mes questions, discréditer mes travaux. Et ce n'est pas digne des travaux de l'Assemblée nationale. Ils auraient dû se mettre en retrait et dire... Il y a des travaux qui ont lieu pendant 6 mois, on attend les recommandations, on ne se prononce pas, mais ils ont fait tout l'inverse. Ils ont utilisé nos impôts pour discréditer mes questions, pour discréditer nos travaux et pour préserver d'une certaine façon leur prébande. Et je vous avoue, là, j'ai pas encore assez de recul, mais je leur en veux beaucoup parce que rien ne vaut la transparence sur l'utilisation. DJ, si tu donnes 2000 balles par mois, j'en ai pas besoin. Hein. Sur l'argent des Français. Voilà, c'était un CD des cours, il fallait me faire des sous. Si t'es prêt à mettre 2000 balles par mois sur le stream, y a pas de souci. Hein. Donc voilà, il dit qu'il a été accusé de tous les maux sur CNews, chez Pascal Praud. Il était également sur BFM TV, voilà. Mon seul objectif était de braquer un projecteur sur les dérives, selon lui. Derrière, voilà, il faut fusionner certaines chaînes. Il est dans ses recommandations, il faut fusionner les chaînes. Il veut fusionner France 4, France 5. Et il veut fusionner France Info et France 24. Fusionner des chaînes, France 2, France 5, ça aussi? Alors, oui, je ne peux pas m'exprimer, mais il y a un certain nombre. Oui ou non? Il y a 100 chaînes de télé et de radio publiques, il faut en fusionner certaines à l'évidence. 100 mais parce que vous cotez toutes les régions aussi, notamment et quand on enlève réseau les France 3. régions et le réseau ultramarin, il y en a une cinquantaine, donc on voit qu'il y a une profusion de chaînes de télévision et de radio qui coûtent 4 milliards d'euros par an, et pour les rendre plus intéressantes et distinctes aussi du privé, il convient de les optimiser, notamment d'opérer certaines fusions. Est-ce que vous êtes plus largement pour la privatisation de l'audiovisuel public? Depuis le premier jour, je l'ai dit, c'est un mauvais procès, des fausses informations qui ont circulé. Je ne suis pas favorable à la privatisation. Je pense que... C'est pourtant ce que souhaite votre partenaire, le RN. Je rappelle, vous appartenez à l'UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti qui est allié avec le RN. Qu'est-ce que vous ferez si vous gouvernez ensemble? Le RN veut privatiser l'audiovisuel public. Alors, il faut détailler davantage les propositions du RN et de l'UDR, dont je suis membre, le parti d'Éric Ciotti qui m'a fait confiance. Non, en fait, ils expliquent qu'il y a un certain nombre de chaînes, il y a un certain nombre d'optimisations à conduire. Ils ne sont pas pour une privatisation sèche du jour au lendemain, notamment la proposition d'Éric Ciotti. Moi, je fais partie du groupe UDR, explique qu'il y a des pistes de réforme, des pistes d'optimisation. C'est d'ailleurs tout l'objet du rapport. Quand vous voyez qu'il y a 4 milliards d'euros d'argent dépensés par les Français chaque année, qui représente la moitié du budget du ministère de la Culture. Je crois que c'est 3 euros par mois et par Français. Pour France Télévisions, il y a un budget d'un peu plus de 3 milliards d'euros par an. Je vais simplement vous faire une comparaison sur le domaine de la culture. La moitié du budget du ministère est consacré à l'audiovisuel public. Vous n'avez que 4,5% consacré à la sauvegarde des monuments en péril. Et pourtant, il y en a nombre, des petits théâtres, des phares, des moulins. Donc tout est une question de proportion, mais je pense que pour sauver... Moi, je trouve que c'est bien que France 24 soit France 24. Parce qu'en fait, moi, ce que je crains, c'est que si on rapproche France 24 et France Info, c'est France 24 qui devienne comme France Info. Alors que pour moi, France 24 est exceptionnel. Enfin, France 24, c'est vraiment excellent. Voilà ce que je vous dis. Pour moi, France Info devrait s'inspirer de France 24 et pas faire l'inverse comme Aloncle aimerait. Notre patrimoine, il y a aussi des efforts à faire ailleurs, notamment sur la poche du ministère. Ce qui a été mal fusionné. Voilà. Donc voilà. Et après, il était chez Cyril Hanouna, les amis. Cyril Hanouna, d'ailleurs, j'en avais fait un tweet. Hein. J'avais fait un tweet sur ça qui a plutôt bien marché. J'ai même été retweeté par Yvan Le Bolloc. C'est ça, c'est Yvan Le Bolloc? Attends. Non, c'est pas Yvan Le Bolloc, c'est un autre. Ah ben si, attends. Non. C'est pas Yvan Le Bolloc, c'est un autre Bolloc.
le... Nomade, c'est qui, tu sais, toi? C'est par qui? Comment il s'appelle déjà? Non, c'est pas Yvan Le Bolloc, du coup, c'est un autre. Attends. Pas Bolloré non plus, non. C'est c'est ce que tu dis, patate. Mais c'est qui Mais je sais plus qui c'est qui l'a fait. Attends, faut que j'aille regarder. Parce qu'en gros, j'ai tapé sur TPMP, voilà. J'ai dit Charles Along sera reçu par Hanouna sur TBT9. Heureusement que ce dernier ne devait plus faire de politique sur W9 et que cela faisait partie des engagements de la chaîne suite à la fin de TPMP sur CNews, sur C8. Et du coup, j'ai fait ça et le tweet a un peu marché. Et du coup, attends, mais c'est qui l'a tweeté? Alors non, mais parce que du coup, je sais qu'il y a une personnalité. Alors où c'est que je vois les RT? Afficher l'activité. Riposte. Ah bah si, c'est Yvan Le Bolloc. Mais c'est sur un autre compte. Je me suis même fait RT par Yvan Le Bolloc. Voilà. Moi, j'avais rien demandé. Et je me suis même fait RT par Le Bolloc. Attends, où il est son RT là? Il a disparu? Ah non, c'est qu'il tweet tellement. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il tweet énormément. Ah ouais. Enfin, vous voyez, il y avait marqué RT. Il y avait marqué que c'était RT, bref. Et du coup, bon, bref, j'avais tweeté là-dessus. Et donc, tu as Charles Alonc qui est allé taper sur... je me suis fait aussi RT par Sardoche, ouais. Et je me suis fait RT par Sardoche et toute la sphère d'extrême droite sur les résultats, c'est vrai. Sardoche qui a fait plus de stats que moi, je suis presque jaloux de voir que Sardoche sur un tweet que moi je fais et des informations que moi je donne en exclusivité, et ben ça fait des stats sur mon dos. J'étais clairement dégoûté, voilà. Le gars fait 2K likes, il fait 1000 likes de plus que moi. J'avais les morts. Je me suis fait ratio au double même, ouais. Double ratio. Bref, Charles Along avec Hanouna. Est-ce que vous avez subi de grosses pressions? Ouais, il y en a eu, ouais. Vraiment? Ah oui, il y en a eu. Des grosses pressions. J'y vais pas, ça s'est matérialisé comment? C'est-à-dire des appels, des messages, des messages sur Insta, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est matérialisé au début quand on s'intéressait simplement à la neutralité, qui est un sujet important, parce qu'il y a beaucoup d'entorses au principe de neutralité sur l'audiovisuel public, les Français sont témoins. Là, pour le coup, c'était assez calme. Il y a eu la petite audition de Patrick Loine et Thomas Legrand qui a été houleuse, mais j'avais pas de pression. Mais plus je m'intéressais aux contrats énormes passés entre des sociétés... Mais vous avez pas vu le mieux, hein. Vous avez vu les RT par les gens et tout, mais vous avez pas vu un truc, attention. Je suis apparu à la télé, je suis passé à la télé. Société de production privée et France Télévisions, plus je m'intéressais à ces phénomènes de conflit d'intérêts, c'est-à-dire de basculement entre des dirigeants de l'audiovisuel public qui signent des contrats importants avec des boîtes de prod qui se font licencier, qui prennent des centaines de milliers d'euros d'indemnités de licenciement en dehors de tout cadre légal pour basculer dans ces sociétés de prod. Là, je vous avoue que les pressions ont été de plus en plus fortes. On m'a fait comprendre qu'il fallait que je ménage certains, que je ne pose pas certaines questions. Et les pressions ont été assez insistantes. À dire ça à un actionnaire de Banijé, j'avoue, Flyman, c'est assez fort. Parce que je vois que quand vous vous intéressez au système un peu financier, quand vous vous intéressez aux contrats, quand vous vous intéressez aux marges, quand vous demandez ce type de contrat, derrière, il y a tout un système qui se défend. À dire ça à un animateur-producteur comme Hanouna, c'est quand même drôle. Alors que le but d'une commission d'enquête, c'est de faire la transparence sur comment l'argent des Français est dépensé. Et encore une fois, c'était la première fois qu'à l'Assemblée nationale, on levait le capot sur 4 milliards d'euros d'argent public pour financer l'audiovisuel public. C'est une somme qui est colossale parce que c'est la moitié du budget du ministère de la Culture. Donc voilà, plus je me suis intéressé en fait à l'argent, plus les pressions ont été fortes. Voilà. À l'oncle ici, et d'ailleurs, il a continué à en parler de tout ça. Nagui nous avait promis qu'il nous enverrait l'ensemble de ses contrats, fiches de paix passées avec le service public. Finalement, Alonc a reçu un mail expliquant que les éléments ne seront pas transmis, une information exclusive que le rapporteur de la commission d'enquête dévoile sur le plateau. Donc Hanouna qui tape sur Nagui au passage. Et là où j'ai pop à l'Assemblée, enfin là où je suis apparu à la télé, c'est là. Voilà. Et pourquoi? En fait,
à l'oncle revient sur les votes des gens qui ont voté contre lui. Salut Akna. Tous ceux qui ont voté contre. Et regardez bien l'écran. C'est surtout des personnes du Parti socialiste. Pourquoi ils ne veulent pas faire la lumière sur ce qui se passe à France Télévisions? En fait, c'est des gens qui vous parlent de démocratie à longueur de journée, qui vous parlent de pluralisme, qui vous parlent de transparence. Mais dès qu'il s'agit de l'appliquer, c'est-à-dire de dire, bon, ok, très bien, là, il y a 4 milliards, c'est important, ça n'a jamais été fait par l'Assemblée, ils se braquent. Donc, moi, ma petite conclusion, c'est qu'ils ont pris quasiment personnellement les demandes un peu d'observation et peut-être les critiques qu'on pouvait formuler sur l'audiovisuel public pour eux. Donc, moi, j'ai été très surpris de voir un tel front de la part de la gauche et d'une partie des macronistes. Et ce sont les... Voilà, je suis à la télé. Mon tweet est à la télé avec le résumé des détails par nuances et groupes politiques du vote. Parce que, en fait, j'étais le seul à avoir l'info. Et techniquement, je suis toujours le seul à avoir l'info. Merci Zdekdoz pour le follow, bienvenue à toi. Techniquement, je rappelle, je suis le seul à avoir l'info. Voilà. Et du coup, ils ont fait pop à la télé. Alors, j'étais pas au courant, c'est juste que j'ai reçu des SMS et des messages sur Discord pour me dire tu passes à la télé. J'ai fait pardon. Bah oui, t'es sur Hanouna. Et même qui se sont opposés. J'ai fait quoi? À la publication du rapport. Pardon? Aujourd'hui. C'est quoi cette histoire? Qui s'étaient opposés à la création. Bah ouais, j'étais chez Hanouna, je savais même pas. De cette commission d'enquête, alors que normalement, je pense que les Français attendent de nous qu'on fasse. Bah après, vu d'informations, c'est pas étonnant que ça soit passé quelque part, mais la lumière sur le... j'aurais au moins pensé qu'on m'envoie un message en mode est-ce qu'on peut utiliser les informations que vous diffusez, tu vois? L'utilisation de leurs impôts. J'aurais au moins pensé recevoir un message, même pas. Donc il faudra leur poser la question, mais j'ai l'impression que le Parti socialiste a des intérêts aussi dans l'affaire. J'ai par exemple parlé d'un ancien adjoint d'Hidalgo à la mairie de Paris qui cumulait avec un poste de directeur important chez France Télévisions. Il était payé plus de 100 000 euros net par an pour France. Et après, j'apparais grand écran. Voilà, on me voit plus que Charles à l'oncle. Est-ce que c'est la rançon de la gloire que de voir qu'on me voit davantage que Charles à l'oncle sur cette image? France Télévisions, et il cumulait avec un poste de maire adjoint. Il n'a pas fait d'avenant avec France Télévisions, donc il avait 2 temps pleins. Donc quand on lui a posé la question en audition, comment est-ce que vous gérez ces 2 temps pleins, c'est peut-être un peu compliqué. Surtout que sa mission pour Anne Hidalgo, c'était de la représenter à l'étranger, donc il sillonnait le monde, en plus d'un poste de directeur chez France Télévisions à temps plein. Donc voilà, il y a aussi des connivences entre le Parti socialiste et l'audio. Donc voilà, il va taper sur le PS et dans ce passage, qui a voté contre. Public, alors ça, c'est ce que vous dites. Fallu... Ah non, mais ça, c'est avéré. Pour le coup... On verra, oui. Non. Après, il y en a... Ouais, j'avoue, Inamoroso, j'avoue. Je le ferai la prochaine fois. Je suis pas encore habitué à ça. Après, il y a des connivences avec tout le monde. Hein. Non, mais particulièrement, quand vous voyez par exemple qu'Emmanuel Grégoire, actuel maire de Paris, a été au conseil d'administration de France Télévisions et il a demandé à ce que Delphine Ernotte perçoive 100% de sa prime de performance au conseil d'administration. Delphine Ernotte qui a... Je vais pas demander les vannes, je veux juste une part. Je veux juste des sous. Je veux juste des pépettes. Donc voilà, vous avez un peu vu à l'oncle qui fait tout son spectacle et on va finir avec Patrick Létus et ensuite une petite conclusion de ma part. Voilà. Patrick Létus qui répond « Je ne me suis pas couché devant l'extrême droite, je la combats ». Regardons comment il combat l'extrême droite, monsieur le président de commission d'enquête. Vous avez raison, je l'ai voté et j'ai été le seul à le dire avant d'avoir lu le rapport. Je me suis opposé au rapporteur. J'ai combattu ses méthodes tout au long de la commission d'enquête. Vous avez raison, les insinuations, les accusations sans preuve, les calomnies. J'ai même suspendu, les auditeurs le savent, la commission quand j'ai considéré qu'elle se transformait en tribunal politique. Mais contrairement à ce que j'ai lu, je ne me suis pas couché devant l'extrême droite. Je combats l'extrême droite, maintenant plus que jamais. Mais je l'assume ici. Dans ma lutte, dans mon combat contre l'extrême droite, je refuserai toujours d'utiliser leurs méthodes. La censure, la remise en cause de la liberté d'expression, je leur laisse. Attendez, moi je défendrai la transparence. Ça a arrêté de la censure, de simplement dire si je suis en désaccord avec ce rapport, si je considère que ce rapport ne correspond pas au canon de ce que doit être un rapport de commission d'enquête, je vote contre ou je m'abstiens. Vous avez votre collègue, par exemple Céline Calvez, une macroniste, qui s'est abstenue et elle a dit si nous votions pour ça, ça veut dire qu'on acceptait tout ce qu'il y avait dedans, même ses dérives. Est-ce que vous n'avez pas, Jérémy Patriétus, manqué d'une forme de courage politique en allant au bout de vos convictions ? Pendant 6 mois, je me suis opposé à ces méthodes. J'ai pris des coups quand j'ai suspendu les travaux de la commission d'enquête. C'est pas anodin. C'est la première fois qu'un président d'une commission d'enquête suspend les auditions parce que je considérais que la commission se transformait en tribunal politique. Mais je fais le choix, dès le début, d'organiser cette commission devant les Français, de faire la transparence. J'ai refusé le huis clos parce que je souhaite la transparence. Maintenant, c'est aux Français de juger des méthodes du rapporteur, aux Français qui nous écoutent, de juger des propositions du rapporteur, dont je vous le dis, je considère qu'elles fragiliseraient profondément le duel public. Mais c'est aux Français d'en juger. On va y venir. Et moi, dans mon combat contre l'extrême droite, je n'utilise pas leurs armes. La censure et la remise en cause de la liberté d'expression, c'est important parce que le combat contre l'extrême droite, il ne doit pas nous faire renoncer à nos valeurs. La lutte contre la censure, la lutte contre la remise en cause de la liberté d'expression sont des combats importants.
Imagine, t'as pas flouté W9, du coup, ils te laisseront pas diffuser tes propres infos. Ah, ça serait aberrant, oh là là. Honnêtement, oh là là, ça serait aberrant que je me fasse ban la vidéo parce que j'ai mis W9 qui met mes infos sans me les avoir demandé quand même. Ça serait quand même extrêmement culotté. Voilà. Ensuite, sur quoi il revient, Patrick? Tu reviens sur les insinuations de Charles Lalonde dans le rapport. Je ne pensais pas que le rapporteur utiliserait dans son rapport la méthode qu'il avait utilisée tout au long de la commission d'enquête. Je penserais que le rapport serait il n'y a pas de surprise, honnêtement. l'occasion de prendre de la hauteur de vue. Je ne pensais pas que dans le rapport, il porterait, et c'est jamais vu, je crois, dans l'histoire d'un rapport parlementaire, des accusations contre la présidente de l'Assemblée nationale, contre l'institution, des accusations contre moi. Mais c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'il dit? Puisqu'il faut rappeler à nos auditeurs que ce rapport n'est toujours pas public et que vous avez eu la chance, comme tous les membres de cette commission d'enquête, de pouvoir le lire dans une salle, sans téléphone. Quand vous parlez d'accusations, qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous remercie de vos questions parce que ça montre bien qu'il est important que les Français puissent prendre connaissance de ce rapport, que vous puissiez vous aussi en juger par vous-même. Il y a des insinuations. Dans ce rapport, il met en cause mon indépendance et mon intégrité. Il dit... Il mettait en cause, parce que du coup, ça a été supprimé, c'est parti. Que la présidente de l'Assemblée nationale, il l'a redit d'ailleurs hier sur un plateau de télévision, a voulu entraver son travail parlementaire. Les mots sont forts. Il porte des insinuations contre les dirigeantes de l'audiovisuel public, mais c'est pour cela que j'ai souhaité sa publication, pour que les Français... En disant quoi, le rapport le 4 mai, vous parlez d'insinuations, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport qui vous a choqué et qui justifie ce que vous dites ce matin? Benjamin Duhamel, vous ne pouvez pas d'un côté me reprocher d'avoir été incohérent et d'avoir voulu la publication de ce rapport alors qu'il contient des insinuations et en même temps me demander de les révéler ici. Je vous dis que ce rapport contient des insinuations, qu'elle porte des accusations graves. Il n'y a qu'à regarder les vidéos de cette commission d'enquête. Les Français pourront en juger. Je vous le dis, ces méthodes de l'extrême droite, je les combats. Et j'espère que les Français qui liront ce rapport pourront se forger un avis et une opinion sur les méthodes de l'extrême droite. Ce qui est écrit dans ce rapport, ça relève de la diffamation? C'est les personnes qui sont... Alors, je crois pas que le travail de l'Assemblée nationale puisse être attaqué. Tout ce qui est dit et fait au sein de l'hémicycle n'est pas attaquable. Donc le rapport, même s'il y a de la diffamation, il ne peut pas y avoir de plainte en diffamation de fait contre le rapporteur ou les députés qui ont voté. Ah, je tiens à le préciser, si je me trompe pas, normalement c'est ça. Il ne peut pas y avoir de plainte en diffamation sur ça. Le travail de l'Assemblée nationale, que ce soit dans les commissions de l'hémicycle, est sanctuarisé de toute poursuite. Sauf si, évidemment, il y a parjure ou autre. Incriminé vous dites que vous-même êtes incriminé. Bien sûr, et ça pose la question de l'impunité parlementaire. Est-ce qu'on peut remettre en cause ce qui est écrit dans un rapport parlementaire? Est-ce qu'on peut porter plainte contre des propos tenus dans un rapport parlementaire? Ça pose beaucoup de questions, et ça implique d'ailleurs, on en reparlera peut-être, de revoir les règles de fonctionnement des commissions d'enquête. Ouais, mais l'hémicycle des commissions d'enquête, il me semble que ça marche aussi pour les commissions. La salle des commissions dans laquelle tu as les trucs sous serment et tout, il me semble que c'est le même fonctionnement. Parce que c'est dans le cadre du travail de l'hémicycle aussi, tu vois. Et alors là, j'ai envie de dire, Jérémy, tu t'en rends compte que maintenant? Je me demande si Charles Lalonde n'est pas le cheval de Troie du RN. Honnêtement, Jérémy, tu ne t'en rends compte que maintenant? Alors, il faut qu'on rentre dans le fond des propositions de Charles Lalonde, fusion de France 2 et de France 5, suppression de France 4, fusion de France Info, France 24, suppression d'un orchestre à Radio France, baisse du budget de l'audiovisuel public d'1 milliard d'euros, c'est-à-dire 25% de ses dotations. Est-ce que vous les cautionnez, ces propositions? Non, je ne les cautionne pas. Et j'ai un différend profond avec Charles Lalonde, c'est qu'il nous explique, il l'a encore dit hier, qu'il souhaitait sauver l'audiovisuel public. Et il essaye de se faire passer pour un cost killer, pardon pour cette terminologie anglaise, qui viendrait couper dans les dépenses de gestion, mais qu'il assume son objectif politique. Quand on baisse d'1 milliard d'euros, soit 25% le budget de l'audiovisuel public, c'est qu'on souhaite affaiblir l'audiovisuel public. Quand on décide de supprimer France 5, qui est le cœur des missions de service public, France 5, c'est l'incarnation de ce que doit être le service public. Les documentaires, les reportages, les magazines d'information, il y a derrière un projet. Il a l'esprit vif, Jérémy, au bout de 6 mois. Projet politique. Et ce que je regrette, c'est que Charles Lalonde n'ait pas dit clairement quel était son objectif politique, d'où il parlait. Il est l'allié du Rassemblement national. Il souhaite voir Marine Le Pen ou Jordan Bardella élu président de la République. Ils ont tous les deux dit qu'ils souhaitaient la privatisation de l'audiovisuel. C'est une sorte d'agenda caché de Charles Lalonde en disant, en fait, baisser d'1 milliard d'euros le budget de l'audiovisuel, ça revient à l'affaiblir considérablement. C'est quoi, un agenda caché, c'est ça? Je me demande si Charles Lalonde, pardon, n'est pas le cheval de Troie du Rassemblement national. Je vais rien dire. Vraiment, je vais rien dire.
Il a souhaité, avec cette commission d'enquête, préparer les esprits à une privatisation de l'audiovisuel public. Il s'en défend, il dit qu'il veut sauver l'audiovisuel public. Quand on veut sauver l'audiovisuel public, on propose des efforts de gestion, j'en formulerai, mais on ne propose pas la baisse d'1 milliard d'euros du budget de l'audiovisuel public. Ça, c'est un choix politique. Il doit l'assumer et accepter ses alliances politiques avec le Rassemblement national qui veut la privatisation de l'audiovisuel public. Alors, Pardon, je suis désolé, c'est trop, je peux pas m'en empêcher. Ah, je peux pas rester sérieux en voyant ça. Je peux pas rester sérieux, c'est pas possible. Dernier extrait. Jérémy Patrielechus, lui, il veut fusionner l'audiovisuel public. Il veut faire un modèle de fusion de Radio France et de France Télévisions. Il nous explique ce qu'il veut dire par là. Vous vous prononcez, et c'est assez nouveau, pour une fusion de Radio France et de France Télévisions, alors que vous portiez un projet de holding, vous étiez rapporteur d'un projet de loi sur la holding. Là, c'est une fusion. Qu'est-ce qui vous pousse à prendre cette position? Pourquoi fusionner la radio et la télé publique? Parce que je considère que face aux attaques dont fait l'objet l'audiovisuel public, et on l'a vu dans cette commission d'enquête, face, et vous en parlez souvent ici, à la concurrence des plateformes étrangères, à la montée des réseaux sociaux, je pense que l'audiovisuel public doit rassembler ses forces. Je pense que la fusion de l'audiovisuel public permettra de le renforcer. On le voit. Ça veut dire une même entreprise. Ça veut dire une même entreprise. Ça veut dire, par exemple, ce qui se passe en Angleterre avec la BBC. C'est-à-dire que le salarié d'Arte fait le même travail et sera fondu dans le même ensemble qu'un salarié de France Inter ou de France Culture. C'est-à-dire une même entreprise avec 3 missions principales, recentrées sur des missions essentielles. Offrir une information fiable, pluraliste, indépendante, ce que vous faites ici à France Inter, garantir, soutenir la création artistique et audiovisuelle. C'est ça la raison. En fait, il pense que c'est comme quand tu fais ça. Ouais. Il pense, Jérémy, que là, je suis l'audiovisuel public, et là, je suis Radio France. Il pense qu'ils vont faire fusion comme dans Dragon Ball, et qu'à la fin, ça va faire un Gogeta, et que. Pas un Vogeta, hein, et qu'il va devenir plus fort. Voilà. Bon. Même de l'audiovisuel public, 45% du financement des documentaires, de la télévision, ce que cette commission d'enquête n'a pas... Un Gogeta, putain, ça fait Vogeta, ouais, c'est vrai, Vogeta. Ça s'est dit. Et puis, permettre la souveraineté culturelle de notre pays, c'est ça l'audiovisuel public. Et je pense qu'il doit être réformé, mais renforcé. Donc voilà, on n'est pas dans des BZ, Jérémy. Non mais Jérémy, qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est sérieux? Chasser le naturel et revient au galop, la commission d'enquête créée par l'UDR avait bien un objectif politique, préparer les esprits à la privatisation de l'audiovisuel public, que le RN, son allié, vient de réaffirmer sans aucune nuance. Bon ben on s'en doutait. On s'en doutait. Alors, vu que ça m'a été demandé tout à l'heure, je vais refaire un rappel rapide. On était donc sur une commission d'enquête de droit de tirage de l'UDR. Le rapporteur était Charles-Henri Aloncle, député UDR, le président Jérémy Patrielechus, Horizon, donc quelqu'un qui n'était pas du même parti. On avait eu tout au long de cette commission la volonté donc de voir le financement et la neutralité de l'audiovisuel public, que ce soit radio, télé. Ont été reçus plusieurs centaines de personnes pendant près de 260 heures, non, pendant près de 200 heures d'audition dont les comptes rendus sont disponibles. Voilà. Cette commission a donc fait un rapport qui a été adopté. Et qui donc va être publié lundi prochain, une semaine après le vote. Parce que la réunion était à huis clos. À partir de maintenant, il se passe 2 choses. Au vu de ces propositions, il peut y avoir une proposition de loi. Proposition de loi, ça sera porté par des députés qui ne sont pas forcément de la majorité, ou du moins par des députés qui ne sont pas par des députés de manière générale, parce que ce ne sont pas des membres du gouvernement. Voilà. Donc une proposition de loi de manière générale, c'est un député qui la propose, pas un gouvernement. Et cette proposition de loi pourrait être sur la réforme de l'audiovisuel, en pouvant se baser sur des propositions de Charles Aloncle. À l'inverse, un gouvernement, lui, peut aussi engendrer un projet de loi, pas une proposition, un projet de loi, sur l'audiovisuel public et reprendre une partie de ces propositions. Cependant, il n'y a aucune contrainte. C'est-à-dire que le rapport et les propositions peuvent rester publiés, mais ne jamais être utilisés. Encore faut-il qu'il y ait une volonté politique de les utiliser et de les exploiter dans le cadre d'un projet ou d'une proposition de loi. Cependant, même si le gouvernement ne s'en saisit pas et qu'une proposition est rejetée parce qu'elle est portée juste par un groupe de l'Assemblée, ça peut servir de base à une future grande réforme de l'audiovisuel public en 2027 si jamais le RN venait à gagner la présidentielle. Voilà. On aurait par exemple, pas 80 mais du coup 79 propositions pré-réalisées par Charles Aloncle dans le cadre de ce rapport qui pourraient être mises en avant et débattues à l'Assemblée dans le cadre d'une grande réforme sur l'audiovisuel public d'ici à partir de l'année prochaine, si le RN venait à avoir une majorité absolue et à gagner l'élection présidentielle. Donc ça n'est pas totalement désuet, tout ça. Ça n'est pas totalement désuet, j'espère que c'est clair.
On est donc sur un rapport qui va être publié lundi, dont évidemment je vais passer beaucoup de temps à la lecture et à l'analyse pour vous en parler le mieux possible. On va recevoir des députés sur le sujet, évidemment, aussi. Donc voilà, n'hésitez pas si cette vidéo vous a intéressé et si vous l'avez trouvé vraiment bien générale, parce qu'on a essayé de vraiment tout voir, de tout récapituler, n'hésitez pas à lâcher un like, à lâcher un commentaire à cette vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne, à venir nous rejoindre sur Twitch. Merci beaucoup à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo ou à bientôt en stream.